C'est la fête de la langue française et des mots. Soyez le très bienvenu avec nous. Jean-Michel Blanquer, bonjour. Bonjour, merci. Quel mot vous utilisez ce matin pour chômeur égale sanction, contrôle, radiation? Formation, parce que je pense que ce qui est très important pour les chômeurs, c'est évidemment d'avoir des solutions à leur situation. Et ça passe notamment par la formation. Alors, qu'il y ait quelques chômeurs qui fraudent, on sait très bien que ça existe, et donc c'est normal qu'il y ait du contrôle. C'est d'une certaine façon une façon de respecter tous ceux qui sont réellement chômeurs. Donc vous dites chômeur, pas de travail, surveiller, c'est en même temps une double peine. Non, si on n'a pas de travail et qu'on en cherche, on n'a aucun problème à avoir un contrôle. Donc le sujet concerne une petite minorité. Tout le monde sait que cette minorité existe. Donc c'est tout à fait normal que l'État soit rigoureux. Vous savez, c'est l'argent de tout le monde qu'il s'agit de bien utiliser. Mais... Donc il est normal en saine gestion de contrôler l'usage normal de l'argent fait pour aider les chômeurs. Est-ce qu'il faut dire chômeur, quelquefois fraudeur ? Parfois, enfin, vous savez, quelles que soient les catégories de la population que l'on regarde, il y a toujours une petite minorité qui peut poser problème. Donc il faut savoir éviter les problèmes. Il ne faut pas être naïf sur ces questions. C'est chez qui? Chez les cadres qu'on trouve ces quelques fraudeurs? Je ne sais pas ma spécialité de savoir cela. C'est Muriel Pénicaud qui mène ce dossier, comme vous le savez. Donc formation. Oui, formation, bien sûr. Peut-être emploi. Et puis il y a peut-être une équation que vous pourriez résoudre avec Cédric Villani. C'est-à-dire gouvernement plus entreprise plus croissance égalerait emploi et moins de chômeurs. Évidemment, bien sûr. Toute la clé, elle est dans la nouvelle croissance qui se fait jour. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez de très nombreuses entreprises qui sont en train de redémarrer très fortement. D'ailleurs, elles cherchent des personnes à employer. Souvent, elles ne le trouvent pas parce qu'il n'y a pas des personnes qualifiées comme il le faudrait. C'est mon métier, ainsi que celui de Muriel Pénicaud, que de réussir à ce que les personnes soient bien formées pour des emplois qui existent. Et pour la première fois, il y a la possibilité pour les chômeurs de se former et éventuellement ensuite de trouver une insertion sociale. Je vous donnerai un exemple parce que c'est parlant. J'étais en Charente-Maritime il y a quelques jours, dans un lycée qui se consacre au métier de la mer. Il y a beaucoup d'embauches en ce moment, par exemple sur la maintenance des moteurs ou sur la fabrication nautique. C'est un domaine dans lequel la France est forte. Eh bien, vous aviez quelques chômeurs qui étaient là pour 3 mois dans un lycée professionnel, avec donc des jeunes, mais eux-mêmes en formation continue. Eh bien, grâce à ça, ils vont avoir un emploi dans 3 mois. Quel mot vous diriez, Jean-Michel Blanquer, aux Républicains, à la France Insoumise et au Front National, qui vous accusent, vous aussi, d'être un ministre de la ville? Non, c'est tout le contraire. Je veux dire, ma priorité, c'est justement le territoire et donc de réussir à ce qu'il y ait une véritable égalité sur cette question. Depuis que je suis arrivé, j'ai justement une concentration assez forte sur le sujet du rural. Vous fermez des écoles et des classes? Non, justement, il y a, alors, depuis des décennies, vous avez un problème démographique français, c'est l'exode rural, c'est bien connu, ça ne remonte pas à hier. Et la rentrée qui vient est une des rentrées où il y aura eu le moins de fermetures de classes en milieu rural. Simplement, il y a une campagne qui a eu lieu pour essayer de déguiser la vérité d'une certaine façon, pour essayer de faire croire que nous nous consacrons aux villes. Je tiens à dire que notre taux d'encadrement est beaucoup plus favorable en milieu rural qu'en milieu urbain. Est-ce que vous avez créé des classes dans le milieu rural? Vous savez, quand on parle des fermetures de classes, il y a aussi des ouvertures. Donc, par exemple, nous ouvrons des classes en milieu rural quand il y a plus d'élèves, ou même parfois pour prendre des mesures spécifiques. Il faut aussi distinguer fermeture de classe et fermeture d'école. Lorsqu'il y a le risque d'une fermeture d'école, nous sommes extrêmement attentifs. Nous maintenons des écoles avec des petits effectifs dans des endroits isolés. Parfois, quand c'est fermé, c'est parce que la population et le maire le demandent pour réussir à avoir des masses critiques dans le village voisin. Donc, c'est un sujet qui réclame du coût humain. C'est exactement ce que nous faisons en lien avec les maires, évidemment. Maintenant, que l'on s'inquiète de la démographie en milieu rural, ça je le comprends très bien. C'est un sujet qu'on doit regarder en face. D'autant plus qu'on est en train de supprimer des commerces, l'hôpital, le tribunal, le train, et si maintenant on ferme les écoles, comment revitaliser les campagnes? Eh bien, par l'école, justement, et c'est ce que nous sommes en train de faire. J'ai justement une stratégie de revitalisation des milieux ruraux. Nous faisons ce qu'on appelle des contrats départementaux ruraux avec les départements pour nous entendre sur une vision pluriannuelle de ce qui se passe en matière d'école dans un département rural. Nous créons des postes à l'appui de ces contrats. Et puis, nous devons avoir une vision complète de ce qui se passe sur un territoire. Bien sûr qu'il faut être extrêmement attentif
au milieu rural. C'est exactement ce que je fais. On va par exemple, dans quelques jours, annoncer avec Jacques Mézard notre plan internat, qui sera un plan pour justement revitaliser les internats en milieu rural, de façon à donner de la vie dans les villages concernés. C'est vraiment quelque chose que j'ai chevillé au corps. Et donc, ces accusations-là m'agacent un peu, je le reconnais, parce qu'elles tapent à côté. Vous dites bien ce matin... Elles ne correspondent pas à la réalité. Nous avons créé des postes pour mener cette politique. Vous dites bien ce matin, je ne favorise pas les banlieues ou les quartiers populaires au détriment du milieu rural. Et deuxièmement, est-ce que le dédoublement des classes de 12 écoliers n'a pas eu des conséquences justement sur la fermeture de certaines classes? Non, c'est faux. Nous avons créé ces classes avec des moyens spécifiques et cela ne nous a pas empêché de créer d'autres postes pour justement nous préoccuper du sujet rural. Par ailleurs, je tiens à signaler que ces classes de 12 que nous créons, elles sont parfois dans des petites villes, voire dans des grands villages. Ça touchera combien d'écoliers Quand la mesure sera complète, c'est-à-dire dans un an, elle touchera 320 000 enfants par an. C'est-à-dire 160 000 d'une cohorte, puisque c'est CP et CE1. C'est environ 15 à 20% d'une génération. C'est une mesure fondamentale pour le futur de la société française parce qu'elle s'adresse aux élèves les plus en difficulté sur le plan social. Ça signifie que dans les temps à venir, nous aurons mieux réussi l'entrée dans la lecture, l'écriture, le calcul de la part des enfants. Donc, votre mot sur ces accusations, c'est quoi? Mensonge? Erreur? Mon mot, c'est qu'il y a un vrai problème et un faux problème. Le vrai problème, c'est la démographie rurale. Il faut le regarder en face et le regarder de manière sereine et de bonne foi. Et avoir des stratégies pour rebondir. Et puis, il y a un faux problème, on le voit bien. Il y a des gens qui essayent de monter les gens les uns contre les autres en opposant le rural et l'urbain, alors que, bien entendu, nous devons être tous solidaires de la renaissance du milieu rural. Du territoire. La langue française. Il y a un hommage qui lui est rendu aujourd'hui. On devrait lui rendre l'hommage là aussi tous les jours. Elle le mérite. Elle est à la fois le lien et la séparation. Elle est le reflet, elle est le miroir, elle est une énergie. Mais est-ce qu'elle est en danger? Il ne faut pas être sur la défensive, il faut être à l'offensive. La langue française est un trésor magnifique, elle fait ce que nous sommes. Vous pensez ce que vous pensez, je pense ce que je pense. Nous sommes une communauté parce que nous avons cette langue qui est absolument magnifique. Nous devons en être fiers, c'est une des langues les plus importantes du monde. Donc il ne faut pas se sentir sur la défensive. Mais par contre, il faut être actif. Il faut être actif pour la faire vivre parce que... Vous dites qu'elle se porte bien. Elle est la 5e langue parlée du monde et avec Emmanuel Macron, le président de la République, vous dites il faut qu'elle arrive au 3e rang. Mais elle a du boulot alors. Oui, mais ça dépend de nous. Elle est le reflet de notre vitalité, à nous les Français et à nous les francophones. Donc nous devons être actifs sur le sujet de la langue. Cela suppose de l'être dans le domaine de l'éducation, dans le domaine culturel, dans le domaine du numérique. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Alors l'horizon, elle est beaucoup parlée au Liban, au Proche-Orient, au Maghreb, en Afrique. Quel est l'horizon nouveau? Là aussi, la Chine, l'Asie, peut-être? D'abord, les pays que vous venez de citer sont extrêmement importants et ils sont en plus très importants sur le plan démographique au cours des prochaines décennies. Ils vont porter la langue française, ils la portent magnifiquement. Je rappelle d'ailleurs que la déléguée à la francophonie nommée par le président, c'est Leïla Slimani, qui est d'origine marocaine, mais qui est française aussi et qui porte la francophonie, qui écrit d'une très belle plume. Nous avons de très nombreux écrivains francophones de par le monde. Donc ça veut dire que vous développerez des lycées français, vous leur donnerez des moyens. Est-ce que vous ne fermerez plus, vous ferez même moins les alliances françaises? L'objectif, c'est effectivement la vitalité de notre réseau d'alliances et de notre réseau de lycées. Ça, c'est un point très important. C'est aussi un trésor français. C'est aussi des nouvelles manières de faire pour nous étendre dans le monde, pour étendre l'influence de la France par sa langue dans le monde. Et ça fait partie des sujets de travail actuellement. Mais le français, quelquefois, a rivalisé avec son concurrent qui est arrogant, qui est planétaire, l'anglais. L'anglais a un statut spécial. C'est un peu la lingua franca de notre temps. Tout le monde la parle plus ou moins bien. Elle est aussi parfois un peu abîmée, malheureusement, parce que c'est une très belle langue à l'origine, telle qu'elle est parlée. Les plus hauts personnages de l'État. Ce qu'on appelle parfois le globish n'est pas très beau. Et si notre français était transformé de la sorte, nous ne serions peut-être pas très heureux. Nous avons une langue qui a sa force, qui a son histoire, mais surtout qui a un très grand avenir, parce qu'elle permet de dire des choses d'une manière bien particulière. Vous savez, si notre pays, quelle que soit sa place en termes de nombre d'habitants dans le monde, réussit à avoir quand même le rang qui est le sien et qui est important. C'est évidemment d'abord et avant tout grâce à notre langue. Pourquoi nous avons des bons mathématiciens? C'est parce que nous sommes structurés d'une certaine façon par notre langue. Donc notre langue est absolument fondamentale et c'est pour ça d'ailleurs que la richesse de la langue, et c'est pour ça que je tiens tant par exemple à la richesse du vocabulaire, à la qualité de la grammaire chez les petits, parce que c'est cela qui donne des atouts pour la vie dans nos manières de raisonner. D'où la dictée?
D'où la dictée, d'où la grammaire de phrase. Vous savez, quand vous faites sujet, verbe, complément, eh bien, vous structurez quelque chose dans votre esprit. Quand vous apprenez des exceptions, vous comprenez quelque chose de la vie. Et donc, derrière la grammaire, il y a une leçon de vie. Et c'est ce qu'il y a aussi de façon un peu implicite derrière les leçons de langue. Oui, et la récitation, la lecture dans les classes, etc. Mais à l'ère j'ai envie de dire, comme on dit, les SMS, à l'ère des tweets, vous dites qu'il y a une chance pour donner le goût des mots et l'envie du mot. Oui, bien sûr, parce qu'il y a d'abord, tous les formats sont possibles. Si vous voulez, par exemple, j'incite beaucoup à ce que les enfants aient des lectures prolongées avec des livres. Et d'ailleurs, nous faisons même de la distribution de livres. Et nous avons, avec Françoise Nyssen, une politique de bibliothèque. Donc, il y a cette dimension-là de plus en plus, qui seront, plus tard. Nous les voulons aussi plus riches et plus ouvertes. Ceux qui n'ont pas de livres, les enfants, qui n'ont jamais même vu de livres chez eux, parce que les parents ne lisent pas. Eh bien, justement, nous devons avoir des bibliothèques d'école de plus en plus riches, permettant l'emprunt, ce qui se passe souvent aujourd'hui, mais doit se passer systématiquement. Nous devons aussi avoir parfois des distributions de livres. À la fin de l'année, au mois de juin, nous distribuerons de nouveau des Fables de La Fontaine à tous les élèves de CM2 de France, pour qu'ils puissent les lire à la maison. Donc c'est cette incitation à la lecture. Mais même le tweet, vous savez, ça incite à la concision, ça incite à écrire de manière synthétique. C'est un exercice intéressant. Vous pouvez par exemple faire ce qu'on appelle parfois une tweetée, c'est-à-dire une dictée composée en tweets, ce qui oblige l'enfant à avoir une vision du format de sa phrase. Ça peut être intéressant. C'est-à-dire que c'est une bataille, une lutte quotidienne. Et qui doit prendre en compte la révolution numérique aussi, puisqu'il y a évidemment toute une série d'enjeux derrière la révolution numérique en matière de langue. Le président de la République, et vous serez probablement avec lui à l'Académie, devant 300 jeunes lycéens, etc., va proposer un grand plan pour le plurilinguisme et la francophonie. Mais quelle francophonie? L'ex-francophonie coloniale, ringarde, j'ai envie de dire, ou une plus ouverte, une plus vibrante, et qui accueille tout? La francophonie, elle est par définition vibrante, elle est par définition vivante. Elle épouse le monde. Vous avez des pays qui n'appartiennent pas à l'histoire de France et qui pourtant font partie de la francophonie parce qu'ils adhèrent à la francophonie, parce qu'ils ont des minorités francophones, parce qu'ils voient l'intérêt d'appartenir à ce club de pays qui sentent dans le français une langue de vitalité. Il y a un moment formidable, parce que la langue française peut dépasser, traverser les drames de notre histoire. En pleine guerre d'Algérie, je me souviens que le grand écrivain algérien Kateb Yassine, qui dénonçait sans arrêt la torture et le colonialisme, répétait « La langue française, c'est mon butin de guerre. C'est mon butin de guerre et la langue française, elle est à moi. » Voilà, c'est un bien commun. Le Premier ministre a présenté hier, et vous étiez, je crois, aussi avec lui, un plan de 3 ans de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, avec une priorité, Internet qui déverse en continu des tsunamis de haine. Et il vous a demandé de diriger une équipe, voilà, sélectionneur, une équipe nationale pour intervenir rapidement quand il y a des conflits. Il y en a à l'université. Est-ce que vous pouvez confirmer ce matin qu'il y a de plus en plus de facultés en Île-de-France et dans le Midi qui vivent sous l'emprise du communautarisme? Alors là, vous faites référence aux universités qui ne sont pas dans mon champ de compétences. D'ailleurs, déjà fort à faire avec les collèges et les lycées sur ces questions-là. Mais vous pouvez le confirmer ou l'infirmer? Il est exact qu'il y a des coups de boutoir du communautarisme dans les établissements d'enseignement scolaires ou universitaires. Qu'il y a des gens qui testent des choses. Il ne faut pas être naïf. Il y a des groupes qui cherchent à voir si la République est solide sur ses principes. C'est pour ça que j'ai monté le Conseil des sages sur la laïcité à l'Éducation nationale, que nous avons maintenant des unités laïcité dans chaque rectorat pour intervenir chaque fois qu'il y a des atteintes à la laïcité. Et il y en a? Il y en a, bien entendu. Il y en a, et j'ai eu encore... Et ça se manifeste comment? C'est des gens qui testent par exemple des tenues vestimentaires qui permettent d'afficher totalement sa religion de façon à créer une sorte de pression. C'est le fait de refuser de serrer la main à une femme, c'est le fait de nier ce que dit le professeur de sciences de la vie et de la terre, et ainsi de suite. Donc si vous voulez, c'est toute une série de petits phénomènes. Qui est en train de gagner peu à peu dans les universités? Je ne dis pas que... Là, je vous parle même d'établissements scolaires, mais même dans le lycée. Dans un lycée, ça peut arriver, bien sûr. Et donc, nous sommes en train, justement, d'arrêter cela et de poser les règles de manière extrêmement claire. Et c'est Gilles Kepel qui dit ce matin dans le Figaro, la promotion d'un corps de doctrine mêle le salafisme et les frères musulmans parmi les étudiants et même certains enseignants.
Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour Gilles Kepel. C'est assez grave. S'il le dit, bien sûr, mais vous savez, sur ces questions-là, il ne faut ni minimiser ni exagérer. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et vous nommez les choses, donc vous le nommez. Je le nomme. J'ai une grande confiance dans le jugement de Gilles Kepel. S'il dit ça, c'est que c'est vrai. Maintenant, à nous de voir ce que nous faisons. Il y a d'abord, nommer les problèmes. Ne pas faire semblant qu'ils n'existent pas. C'est ce que je fais depuis que je suis arrivé. Nous les nommons et nous arrivons maintenant à les circonscrire. Et puis ensuite, nous agissons. Et donc, c'est l'envoi de ces équipes qui, dans les établissements, rétablissent la règle quand c'est nécessaire. Même dans les associations sportives, c'est vrai? Je sais que ça peut arriver, mais là encore, ce n'est pas dans mon champ de compétences. Mais donc, on sait vigilance. Bien sûr, il faut être... mais vous savez, je vous dirais la même chose que tout à l'heure. Il ne faut pas être sur la défensive, il faut être à l'offensive. C'est-à-dire, nous devons avoir une République sereine, qui affiche sa force sereine, capable d'afficher des principes très simples, qui sont les principes de la laïcité. Mais c'est une bataille, là aussi. Bien sûr, c'est une bataille que nous allons gagner, et c'est une bataille où nous avons des principes simples auxquels tout le monde peut adhérer, quelle que soit sa religion, ou qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, parce que c'est tout simplement les principes qui permettent de vivre ensemble, de se respecter, de ne pas être soumis à un quelconque prosélytisme, et d'avoir la France telle que nous l'aimons, c'est-à-dire cette France républicaine avec liberté, égalité, fraternité. C'est important ce que vous dites ce matin avec nous sur CNews. Après-demain jeudi, Jean-Michel Blanquer, sont prévues des manifestations, des grèves, des fonctionnaires aussi. Est-ce qu'il y aura des écoles fermées ? Il y aura probablement des écoles fermées, puisque quand il y a grève, il y a forcément certains endroits où cela touche toute l'école. Parfois, ce sera simplement des classes, mais vous savez, nous sommes organisés pour qu'il puisse y avoir quand même un accueil des élèves en lien avec les mairies. Alors, il va y avoir évidemment des difficultés, certainement pour les familles. C'est pour ça que je n'encourage pas du tout à ce qu'il y ait grève. Après vont venir les 36 jours de grève étalés sur 3 mois organisés par les cheminots pour la réforme de la SNCF. Les écoles sont sûrement perturbées. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous avez prévu déjà? Je pense que les écoles seront moins touchées que les transports. Il n'y a pas de réforme scolaire contre laquelle il y a une grève actuellement. Il peut y avoir certains professeurs qui font grève parce que c'est un mouvement national sur ces sujets. Nous verrons bien quelle en est l'ampleur. Mais pour ce qui concerne les écoles, il y a ce qui se passe jeudi. Puis je ne pense pas qu'il y ait d'autres perturbations par la suite. Oui. À la veille de la journée de la langue française, vous avez eu un séminaire du gouvernement avec le professeur Édouard Philippe. Est-ce que vous avez changé, par exemple, vos lectures respectives? Vous vous êtes dit voilà ce qu'il faut faire pour les 3 mois, vous avez dit je lis ceci, j'ai vu tel film, ou non, vous êtes tous... Il nous arrive d'échanger sur nos lectures ou ce que nous voyons, mais pour tout vous dire, dans notre vie de ministre, on n'a pas beaucoup de loisirs. Vous lisez pas? Je lis le matin très tôt, pour tout vous dire. Ah. Voilà, je me lève extrêmement tôt. Par exemple, en ce moment? Eh bien, le prix Goncourt, l'ordre du jour. Ah, oui, l'ordre du jour qui est de... alors, là, c'est une colle parce que c'est le Goncourt. Mais il y a les classiques. Il y a par exemple la sortie des Misérables chez... Les Misérables, je serais prêt à le relire quand j'aurai le temps. Lire les 1700 pages dans la Pléiade. Un mot sur, qu'est-ce que je peux dire, la réforme du bac ou Parcoursup, la nouvelle méthode d'accès à l'université. Il y a près de 900 000 inscrits, toutes les inquiétudes ne sont pas apaisées. Est-ce que vous pouvez dire aux parents, même si c'est le travail aussi de Mme Vidal, que cette fois-ci, il n'y aura pas la cacophonie, il y a des mots que je ne veux pas employer, la cacophonie de l'été dernier? Ben, si nous avons fait tout cela, si Frédérique Vidal s'est engagé dans Parcoursup, et avec toute mon aide, c'est évidemment parce qu'il y avait eu l'année dernière un véritable scandale. Vous le savez, ça reposait sur le tirage au sort. Nous étions arrivés finalement au bout d'un système. Parcoursup est une réussite à ce stade, puisque nous avons réussi sur un plan technique à créer cette nouvelle plateforme. Nous avons réussi sur le plan organisationnel à faire l'information des élèves, à avoir quelque chose de plus humain pour les accompagner. Par exemple, j'ai nommé un deuxième professeur principal dans chaque lycée de France, dans chaque classe de terminale de France, pour accompagner les élèves dans leur choix. La semaine dernière, les choses se sont finalement bien passées. Tous les élèves sont inscrits aujourd'hui. Et maintenant, nous arrivons dans une nouvelle phase d'attente des réponses. Plutôt à la fois les écoliers, les étudiants et leurs familles. Et c'est le concours, c'est Éric Vuillard. Éric Vuillard, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et je me souviens que c'est l'Anschluss, l'Autriche, au moment de l'arrivée d'Adolf Hitler, et puis de cette histoire qui n'en a pas terminé, en tout cas pour l'Autriche et l'Europe centrale. Exactement. Merci d'être venu avec nous pour cette journée. C'était un plaisir. Pour moi aussi, et pour nous aussi. Demain, je serai d'abord à Bruxelles, et je recevrai Margaret Verstader. Retenez bien son nom, c'est la commissaire, c'est elle qui sanctionne et taxe les géants du numérique. Elle est sans pitié, comme d'ailleurs le sont
les géants du net. Vous en savez aussi quelque chose. Merci. À demain.